Alors, autre question. Cette qualité d'habitat, est-ce qu'elle fait partie totalement de l'âme noire ou il y a une partie en âme blanche dans l'habitat écologique? C'est vous, l'habitat par lui-même, c'est le corps. Donc que l'habitat soit bien construit ou mal construit, ce ne seront que des pierres, du bois, plus ou moins bien fait. C'est vous qui allez lui donner son âme. Donc c'est l'habitant qui donne son âme à la maison. C'est vrai qu'il est préférable d'avoir un corps de qualité pour lui donner une âme de qualité. Mais c'est le corps. C'est comme un esprit, à la limite un esprit, l'esprit du Christ. Il est descendu dans le support physique sans doute le plus qualitatif de l'époque. Donc il a choisi. Donc moi, si j'habite dans une maison, je vais tenter d'habiter dans une maison la plus qualitative possible sur le plan du corps. Je préfère une maison ancienne à une maison en parpaing ou une maison de qualité géobiologique. Mais ça reste le corps. Vous allez lui donner son âme noire à cette maison. Et si vous êtes très spirituel, vous pouvez commencer à aller un petit peu plus haut. Mais là, on est devant presque un lieu de culte, un lieu de pèlerinage, un lieu de prière. Donc je ne veux pas trop rentrer dans la réponse à la question. Alors attendez, il y avait... Donc les églises et les cathédrales sont considérées comme âme blanche, voilà. Émotion mystique, mais on peut très bien avoir une cathédrale construite sur un haut lieu. À ce moment-là, on a tout en alignement. Mais chaque cas est à étudier. Alors attendez, je ne vais pas prendre toutes les questions. Si vous en avez, vous les marquez sur des petits papiers et puis à la pause, on les passera. Alors une dernière question, madame. C'est pas une question, c'était seulement pour étayer un peu le problème de l'incinération. Moi, je me suis penchée beaucoup dessus et j'ai une petite fille qui est un peu différente des autres. Et au moment de... Elle est pas en train de... Oui. Et donc, je voulais la faire incinérer au cas où ça arriverait. Et un matin, elle s'est levée, personne ne lui avait rien dit. Elle est venue me dire qu'elle ne voulait pas être incinérée. Voilà, autrement. Et elle m'a donné une explication identique à celle-là. Alors, voilà, le problème, c'est que c'est une tradition qu'on a complètement perdue, de ne pas être incinéré, mais ça détruit l'âme noire et le corps. Alors, à la limite, pour un être démoniaque, pour un humain larvaire, oui, on détruit le corps, on détruit son âme noire, donc on n'aura pas son démon qui va venir nous polluer. Mais pour un être qui tente d'évoluer spirituellement, c'est déconseillé. Ah ben, elle me l'a dit carrément. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, on brûlait les sorcières au Moyen-Âge, pour les détruire, vraiment. Pour les détruire dans ce monde-ci et dans l'autre. Il y avait des rituels égyptiens qui étaient faits pour détruire la personne dans le monde incarné, mais également dans le monde de l'au-delà. Vous, d'ailleurs, je suis allée on va pas trop... au crématorium et j'ai demandé à combien il brûlait. Alors combien de... Eh bien, c'est en 3 quarts d'heure. Il commence à 800, on passe à 1200 et après à 1600. Oui, 1600 degrés, voilà, je disais 2000, mais... Là, c'est à éviter. Alors les petites questions qui planent encore, vous me les marquez, on va faire une pause dans une trentaine de minutes. Hein, vous me les marquez sur le petit papier, puis j'y répondrai. Jacques, depuis tout à l'heure, il demande. Ah oui, mais tout le monde demande. Là, à la pause. Donc, on parlait de l'égrégore du cimetière. Alors, l'égrégore du cimetière, c'est quoi? C'est la réunion d'âmes noires en décomposition. Non, parce que vous parlez d'égrégore, je voudrais que vous donniez la signification. La signification du mot égrégore, c'est une réunion. Si tous ensemble, on prie le dieu dentifrice, on va créer le dieu dentifrice par réunion de nos pensées, on crée un égrégore. Donc c'est une union comme une grappe de raisin en fait. Donc l'égrégore du cimetière, c'est la réunion de toutes les âmes noires en décomposition, donc c'est particulièrement morbide. C'est pour ça qu'il y a certains sorciers qui vont faire les rituels dans les cimetières pour tenter de récupérer un peu cette énergie. C'est pas... Ça peut marcher pour des actions morbides, mais pas tellement pour des actions spirituelles. Par contre, on peut remarquer une chose, c'est que le cimetière, c'est un vortex vampirisant, puisque ça pompe l'énergie. Mais très souvent, le cimetière entoure l'église dans les campagnes. Pourquoi ?
Eh bien, je dirais déjà pour créer une forme d'équilibre, pour que dans le village, il n'y ait pas un point très négatif et un point très positif, mais pour arriver, en quelque sorte, à rééquilibrer les deux. Deuxième raison, pour dissoudre les coques, les âmes noires, dans les veines du dragon. Parce que, à la limite, à chaque Eucharistie, à chaque messe célébrée dans cette église, ben vous avez une espèce de bulle spirituelle qui va traverser le cimetière et qui va avoir tendance à dissoudre un certain nombre de choses négatives de ce cimetière. Et ce qui n'est pas négatif, eh ben ça va lui donner l'énergie nécessaire pour nourrir un peu l'âme blanche, pour grimper. Parce que le but, par exemple, des cérémonies pour les défunts, mais c'est ça, c'est de leur donner de l'énergie au niveau de leur corps de gloire pour qu'ils puissent monter. Parce que le problème d'un esprit, c'est que, en fonction de sa vie, il n'a pas forcément une vie que positive, il n'a pas forcément une vie d'évolution spirituelle. Donc certains esprits sont à cheval entre les enfers et le paradis. Et là, quelques messes bien menées peuvent donner l'énergie, le petit grain d'énergie supplémentaire pour que ça bascule du bon côté. D'où le cimetière, autour de l'église. Donc ça va aider à vaincre la deuxième mort. Alors ça c'est pareil, des traditions qui sont un petit peu oubliées. Première mort, mort du corps physique. Deuxième mort de l'esprit. Et c'est ça qu'il faut éviter, c'est la mort de l'esprit, la disparition de l'esprit, l'effaçage de la disquette. Mais, quelle autre question qu'on peut se poser? Qu'est-ce que la mort d'un lieu? Un lieu peut-il mourir? Une maison peut-elle mourir? Eh bien, si nous avons dit que l'esprit du lieu, c'est son habitant, l'esprit du lieu, c'est l'homme. L'âme du lieu, c'est l'énergie qui y est attachée. Et son esprit, c'est son habitant. Eh bien, c'est le départ des habitants, c'est l'abandon de l'esprit, c'est le départ donc de la maison qui va créer en fait le début de la mort d'un lieu, d'une maison. Puisque c'est l'esprit, l'habitant, qui donne son âme à cette maison. Une maison abandonnée, eh bien dans une maison abandonnée, nous aurons l'âme du lieu en lente dissolution, exactement comme dans un cimetière, exactement comme pour nous. Parce qu'une maison n'est pas une création de Dieu, elle ne possède pas d'esprit propre, mais elle hérite de l'esprit de son habitant. Alors quand on a donné une âme à une maison en y vivant, et qu'on s'en va, et qu'un nouveau propriétaire vient habiter et vient donc imprégner cette âme, c'est vrai qu'il est préférable que les âmes soient de même qualité, de même nature. Une maison peut être heureuse de recevoir une personne sur une voie d'évolution spirituelle, parce que ça va faire monter les énergies. Et si vous avez un lieu alchimique qui est laissé à l'abandon, et ensuite qui est habité par monsieur tout le monde, qui n'a aucun intérêt pour ces choses-là, eh bien l'âme du lieu peut se retourner contre le nouvel habitant. Parce que c'est pas de même nature, comme on disait, c'est une disharmonie entre les qualités du lieu et les qualités de l'habitant. Ça va dans un sens ou dans un autre. Alors concrètement, l'exorciste sera face à 3 possibilités, soit la contamination magique de la victime d'un maléfice, soit des larves ou ombres mortes, phénomène un peu de hantise, soit la mémoire des murs, c'est-à-dire les cristallisations émotionnelles. C'est ça qu'on va devoir nettoyer dans une maison. Donc, c'est le déséquilibre des bioénergies du lieu. Comme on l'a vu à l'instant, soit un lieu contaminant émetteur de négatif, soit un lieu vampirisant qui retire le vif argent, qui retire l'énergie positive. Alors quand vous allez intervenir
dans une maison, eh bien vous allez avoir besoin de repérer un certain nombre de points qui seront de manière quasiment systématique chargés en négatif. Alors dans une maison, on commence par regarder les endroits sombres et obscurs. Donc on cherche les obscurités. C'est là où vont se situer les âmes noires et les larves. Alors une petite anecdote que raconte Jean-Louis Bernard, qui était un égyptologue et en plus ésotériste et qui a eu de fortes intuitions sur le côté magique de l'Égypte. Il raconte donc la chose suivante. Il y avait une dame, une Anglaise, d'une certaine notoriété, qui avait ramené d'Égypte un sarcophage avec une momie. Et cette dame, cette Anglaise, était assez... elle aimait bien recevoir chez elle, c'était une femme du monde. Elle installe la momie chez elle, et petit à petit, de joyeuse, elle est devenue progressivement taciturne. Elle a commencé ensuite à s'habiller en noir, à fermer les volets, les rideaux, à ne plus ouvrir, à ne plus aérer. Et 2 ans après, elle était dans un état de recroquevillement, de confinement, exactement comme la momie qu'elle avait ramenée d'Égypte. Que s'était-il passé? Eh bien, tout simplement, l'âme noire, enfermée depuis 2 ou 3 000 ans dans ce sarcophage, dans la momie, puisque la momie avait fixé, en fait l'ombre avait fixé ce côté obscur, ce côté obscur était sorti, était en train de la vampiriser, donc de l'assécher. Et donc fermeture des fenêtres, absence de lumière, absence d'aération, absence de circulation de personnes, elle n'invitait plus de monde chez elle, de manière à pouvoir la cercler, l'encercler, et puis la dévorer progressivement sur le plan des énergies. Donc c'est pour ça, dans une maison, vous cherchez les endroits sombres. Vous cherchez les endroits qui ne sont pas aérés. Les kajibis, toutes les pièces avec un air vicié. Les recoins couverts de poussière. Les chambres. Bien voir. Regardez les plumes, les oreillers, comme on a dit tout à l'heure. Les caves et les greniers. Alors on peut regarder aussi s'il y a des cristaux, parce que les cristaux, comme on l'a vu, ont tendance à capter et à réémettre le négatif. Donc toute la collection de cristal, on va regarder ça. Les peintures à l'huile, les huiles. L'huile accumule l'énergie. Les vieux meubles. Les reliques. Pouvoir des reliques dans la religion. Et les pouvoirs des reliques, la relique du saint va permettre d'entrer en contact avec peut-être l'âme noire, l'âme blanche et l'esprit du saint, mais la relique des guerres napoléoniennes, le sabre de l'arrière-grand-père qui a servi à transpercer un certain nombre d'ennemis, lui va être vampirisant, ça va être une relique, mais dans le mauvais sens du terme. Donc vous regardez les reliques, vous jetez un coup d'œil sur les étables et les dépendances, les puits anciens, alors là on frôle la géobiologie, les puits fermés. Plus rarement, les véhicules, les machines, il va y avoir des pannes inexpliquées, on va faire un diagnostic d'un petit peu tout. Dans les terrains, on peut trouver des charges enterrées, comme on disait. Les animaux. Alors curieusement, les animaux peuvent être atteints par les envoûtements, et pourtant ce sont des êtres naturels, mais ils vont être atteints par des agressions, de par l'esprit. C'est la personne qui se trouve attaquée et qui va reporter, qui va contaminer son troupeau. J'ai eu le cas il y a quelques années d'une dame qui était du côté de Chartres. Elle faisait du fromage de chèvre. Et curieusement, elle a fabriqué son propre fromage de chèvre et puis elle allait le vendre sur le marché. Alors déjà, personne ne lui achetait son fromage de chèvre. Si elle en vendait 3 durant tout le marché, elle était contente, elle avait gagné 100 francs. Et deuxièmement, elle avait retrouvé plusieurs chèvres mortes, noyées, la tête dans le seau qui servait d'abreuvoir. Un petit peu comme si vous lavez les dents le matin, vous tombez votre tête dans le lavabo et vous noyez. Bon. Les animaux se suicident rarement, surtout de cette manière-là. Donc plusieurs chèvres comme ça. Moi j'avais été la voir, je lui avais fait trois exorcismes simples sur elle. Bon. Je n'avais pas touché ni à la maison, ni aux bêtes, ni rien du tout.
elle n'a plus jamais eu aucun animal qui a subi ce genre de phénomène. Et puis après, quand elle allait sur le marché, elle vendait du fromage de chèvre, parce que tout était contaminé. Et j'avais coupé en fait la tête de la contamination, et le reste du corps a suivi. L'habitant étant nettoyé, hop, après, les choses se sont arrangées. Sinon, il aurait fallu exorciser la maison et exorciser le troupeau de chèvres. Mais en général, on fait plutôt comme ça. On commence par la personne et après, on enchaîne par les serviteurs, par les biens, par la maison, par les lieux. Alors pareil, les commerces, les usines et les entreprises peuvent être attaqués. On a eu le cas il y a quelques années aussi d'un ami qui avait d'un ami, c'est devenu un ami, qui avait un magasin au Carrousel du Louvre à Paris. Alors, c'est un monsieur qui était expert comptable, qui n'était pas très féru d'ésotérisme, il ne croyait pas ni à la voyance ni à tout ça, et puis un jour il va dans un salon de voyance, on lui dit « Monsieur, vous êtes envoûté ». Il dit « Oh, il faut vous désenvoûter ». Bon, ne sachant pas si c'était vrai ou pas, il essaye. À la limite, il avait le mérite de ne pas avoir d'opinion là-dessus. Il essaye, après son désenvoûtement, il se sent mieux. Mais pas complètement dégagé, mais mieux. Et puis un jour, il tombe sur l'un de nos livres, il nous passe un petit coup de téléphone, on discute, et on décide d'aller plus loin, d'intervenir sur lui dans le commerce. Alors, on nettoie tout. 2 jours après, il y a une de ses employées qui lui dit c'est curieux, mais maintenant je respire mieux dans l'entreprise, je me sens mieux. Et il a remarqué également que les clients revenaient plus facilement, parce qu'avant l'intervention, quand un client rentrait dans le commerce, il arrivait, il soulevait un objet, comme dans une cathédrale, il reposait, et vite il partait. Il n'achetait pas, très peu. Et après, l'ambiance étant plus légère, plus détendue dans le commerce, il prenait un objet, il regardait, manipulait, il disait c'est bien, il passait à la caisse pour l'acheter. Ça fait une énorme différence. Donc, une entreprise, par l'intermédiaire du chef d'entreprise, peut-être pas forcément dire maléficiée, mais peut-être contaminée par des charges négatives qui vont faire que ça fonctionne plus difficilement. Il y en a ici qui ont eu là cette triste expérience de se faire complètement détruire par un phénomène d'envoûtement. Et puis là, que vous ayez une grosse entreprise ou une petite, c'est pareil. S'il y a en face de vous quelqu'un qui a suffisamment de puissance pour maléficier, pour détruire, pour envoûter, puis qui a le temps de le faire parce qu'il a que ça, le chiffre d'affaires baisse, et puis c'est le dépôt de bilan, et puis après on vend tout, et une fois qu'on a tout vendu, c'est difficile de remonter. Alors il y a des techniques. On peut exorciser un commerce ou une entreprise par la méthode que nous allons voir. Bon. Ce qu'il est bien après, on y reviendra sans doute demain, c'est de placer un logo de protection. Un logo de protection. Au tout début du stage, on vous a fait voir un curieux petit dessin des éditions Rouge et Vert. Un nouveau logo. Bon. Je vous enverrai peut-être un jour une explication un peu plus là-dessus. Ça, c'est un logo de protection. Donc, qui va en fait générer une énergie positive de manière à ce que les éditions Rouge et Vert, même en cas d'attaque, possèdent déjà le bouclier de défense. Qui veut la paix prépare la guerre, disons. Moi, je vais l'appliquer d'abord pour moi-même. Et si je veux la paix, je vais me faire un bouclier en titane. Je vais me promener avec mon bouclier. Comme ça, j'aurai moins de chances d'avoir des difficultés. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient des petites questions. Donc, on va passer aux questions. Attendez, on va le faire dans l'ordre. Excusez-moi, Roger, vous avez 18 rayons. C'est pour le rapport à 8-9 ? Ça pourrait. Alors, 18, c'est intéressant, voilà. Alors, par exemple, on a 18 rayons. Vous êtes rapide en calcul, je crois que vous êtes le seul à les avoir comptés. On en a 18 ici. Et on en a combien pareil en haut? Ça te fait 36. 18 plus 18, ça fait 36 rayons en fait. Alors voilà, c'est en plus de certaines symboliques, parce que ça c'est la symbolique. À la limite, si on a des amis maçons, ils vont dire tiens, on a Jacquine et Bose. Sauf qu'au lieu qu'elle soit blanche, Exactement. ça va être rouge, et puis au lieu qu'elle soit noire,
elle sera verte. C'est les deux énergies. Et curieusement, dans la colonne rouge, on a du vert, et dans la colonne verte, on a du rouge. Et c'est tout. Parce que tout est dans tout, c'est le symbole du yin et du yang. Etc. Alors bon, voilà, on a un alchimiste nous dirait, on a solvé et coagula. Un maçon, il nous dirait, on a l'équerre et le compas. Et on peut tout voir. etc. L'addition des deux couleurs, ça donne le Il y a marbre. 36 rayons. Donc la terre. Qui peut être le socle. Oui, c'est métaphysique aussi. Oui, Ah, mais on c'est peut. ça. Le 18, c'est la concrétisation en numérologie. Oui. 18. Ah, Voilà. je ne savais pas. Tiens. On va. Merci. Alors c'est pareil. On va dire, regardez, si on jette un petit coup d'œil comme ça, un petit aparté. Ici, on a une colonne. Enfin, on a le haut de la colonne arrondi. Ici, le haut de la colonne, il est carré. Dans la matière. Donc là, c'est plutôt le carré de la matière. Et voilà. Et ici, c'est plutôt le cercle qui peut symboliser le soleil ou la divinité, Dieu. Oui. Et le fait de le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire de mettre un pilier rond et un pilier. Voilà, après, on Parce qu'il y a, pourrait faire des variations. ça rejoindrait la dynamique des deux polarités. Alors, ce qui serait intéressant, si les gens ont des petits pendules et puis l'habitude de travailler avec l'échelle de Bovis, c'est de le tester. Alors, je vais pas me le tester moi-même parce que moi, je vais y trouver des choses bien. Et c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir comment il peut rayonner. Alors ça, c'est un exemple de logo d'entreprise. Je vous en ferai voir un autre demain. Donc, qui va rayonner, qui va protéger dès l'instant où il va y avoir une attaque. Ça va taper sur le bouclier. C'est la science des blasons. On verra ça aussi bientôt. Ah oui. Alors, Oh, c'est bon. on a le triangle rouge en haut, le triangle vert en bas. Ce sont des éditions. Donc, ce sont des livres vus par-dessus, avec les pages à l'intérieur. Oui, oui. Alors, on a deux livres, un livre vert avec des pages rouges et un livre rouge avec des pages vertes. Alors, amusez-vous à chercher la symbolique. Mais, alors c'est pareil, on peut voir aussi qu'on a ici trois strates. Et Ici, on de en la a quatre. matière. Voilà. En bas. Or, le 4 est symbolique de la matière et le 3 symbolique de l'esprit. Donc, le haut, il est bien là et le bas, il est bien de ce sens-là. Si on réunit les pointes, les 4 pointes de notre logo, on va avoir un carré. Alors, on peut voir un petit peu derrière la symbolique de la pierre cubique. Pourquoi pas? T'as aussi Alors, les coquilles Saint-Jacques. Les Bon, deux livres, ils ça peut forment être- une coquille. Ça peut être des coquilles Saint-Jacques. Ça peut être aussi un Saint-Jacques de compost. Compostelle et le pèlerinage. Compost est Dieu. Le compost. On est obligé de passer par Alors, le compost. un logo de protection pour une entreprise ou pour un commerce, Les composts. ça c'est un très bon exemple. Parce que on s'aperçoit que de loin, un profane, quelqu'un qui n'a pas forcément le même œil que vous aujourd'hui, va avoir un beau dessin. C'est-à-dire c'est joli, ça rappelle un peu les colonnes grecques, les temples. Bon, ça fait joli. On a deux livres avec des feuilles ou les éventails, comme les éventails japonais. C'est joli. Et il ne voit rien d'autre. Par contre, le message émis par ce blason, par ce logo, est totalement différent parce que lui, il va parler à l'inconscient de la personne qui est en face. Il va inconsciemment lui dire, voilà, je suis une représentation des énergies de l'univers, des énergies de la Terre, de l'opposition du yin et du yang, du noir et du blanc, des colonnes, etc., etc. Mais ça se voit pas. Ça se voit que pour un œil averti. Et vous allez y voir de la numérologie. D'autres vont y voir, comme je disais, les deux équerres. D'autres, le solvay et le coagula des alchimistes. D'autres, un temple grec. On va chacun y voir des choses différentes. Le Compostelle, bien sûr. Mais ça rayonne. C'est évident. Compostelle, bon, ouais, Ah bah, etc., etc. Alors là, on s'éloigne un tout petit peu de notre sujet. On va prendre les questions. Alors, la question, les deux âmes que pèsent les Égyptiens, c'est la blanche et la noire. À la limite, la pesée des âmes, c'est l'âme blanche existe-t-elle? La symbolique de la pesée des âmes qu'on a dans le monde chrétien, qu'on a sur la cathédrale de Chartres. L'âme blanche, c'est l'âme blanche qu'on va peser. A-t-elle un poids? Existe-t-elle?
oui, on va au paradis. Non, il n'y a rien. C'est l'âme noire qui va dans les enfers. Mais l'esprit reste prisonnier dedans. C'est là où est le grave danger. C'est que notre esprit est prisonnier de quelque chose. L'esprit est prisonnier de l'âme noire. Si on n'a que l'âme noire, un puissant homme politique qui ne s'intéresse qu'à la politique et qu'à la matière, c'est une puissance verte de la matière. C'est une force. Mais hélas, une force uniquement au service de l'instinct. Donc c'est un esprit emprisonné dans une puissante âme noire. Il n'a pas construit son corps de gloire. À la limite, là c'est pareil, c'est l'âme noire en vert et l'âme blanche en rouge. Il n'a pas construit son corps de gloire, il est voué aux enfers, plus ou moins éternels. Bon, le sujet, c'est pas le sujet du stage, mais il y a une symbolique bien précise là-dessus. Alors, autre question. On avait des... Voilà, oui. Vous avez abordé le Feng Shui. Pas du tout. Le Feng Shui, en fait, on le considère comme les phénomènes géobiologiques, et là c'est un stage plus sur l'exorcisme que sur le Feng Shui. Donc, Vous placez un géobiologie. c'est plus de nature. Bon, c'est une façon de travailler le lieu. Ça ne donne pas l'âme du lieu, comme on disait tout à l'heure. Ça va permettre d'avoir un corps plus évolué. Le fait d'avoir, au lieu d'une ligne droite, d'avoir une ligne courbe. Le fait d'avoir un étang, le fait d'avoir différentes choses, le feu en telle position, ça permet de qualifier le lieu. Donc ça lui donne un corps plus subtil, qui peut donc recevoir une âme plus forte. Alors, il nettoie l'espace aussi, en plus. oui, ça nettoie l'âme noire. Non, mais il y a la rituel de dégagement d'espace. Le phénix, la tortue qui est au nord. Alors, question, oui. Non. Alors, Bernadette, question, oui, allez-y. yes. Oui. Bon, la question que j'aimerais vous demander, c'est que c'est ce que j'ai compris, c'est que dans votre habitation, il y a deux personnes. Oui. Donc il y a un certain nombre d'équilibres qu'il faut maintenir. C'est pourquoi vous parlez de pâte blanche, noire, etc. Oui. Donc c'est ça pour moi, je comprends. Quand il y a plusieurs personnes qui vivent dans un même lieu, c'est ça? Dans un même lieu, voilà. Oui, alors ces personnes sont-elles compatibles? Le problème est là, plusieurs personnes vivent dans le même lieu. Mettons, il y a deux familles. C'est toujours difficile de vivre avec d'autres personnes. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène? Est-ce qu'il n'y a pas une des personnes qui est vampire? Est-ce qu'il n'y a pas... Il faut tout étudier. Mais c'est assez simple en général. Quand on étudie les choses, on s'aperçoit très rapidement de la source, de l'origine de la négativité. Par un espèce de diagnostic sans forcément passer par des méthodes plus radiesthésie, tarologie, numérologie ou autre. Alors, y a-t-il d'autres questions sur ce que nous avons vu? Après, on va faire une petite pause. Oui. Vous avez parlé de repérer les lieux. Oui. Qu'est-ce que vous le trouvez? En repérant les lieux, déjà, le premier petit repérage là qu'on a vu, c'est les coins sombres, les cagibis, les caves, les greniers, les lieux qui sont susceptibles d'être négatifs. Qu'est-ce que vous pouvez trouver? Vous pouvez y trouver des larves, des âmes noires. Voilà, les énergies négatives vont avoir tendance à se focaliser sur les coins humides, chauds, sombres, avec un air vicié. Ça bouge pas. C'est des énergies morbides, donc elles se plaisent dans un phénomène morbide. Et donc il faut faire à la limite, quand vous entrez dans une maison, si vous avez un travail à y faire, vous faites un petit tour du propriétaire pour voir un petit peu quels sont les coins. Déjà pour ressentir. On y reviendra, monsieur. Le pendule, on détecte. Alors on verra demain, je crois, ou tout à l'heure, des techniques pour détecter au pendule. Mais d'abord, il faut faire un diagnostic, on va le voir tout de suite après la pause, il faut d'abord faire un diagnostic technique. Qu'est-ce qui se passe? Donc on pose des questions. On pose des questions comme un médecin qui va interroger son patient et qui va lui dire vous avez mal aux pieds, vous avez mal à la tête, vous avez mal au foie, au rein. Et à partir de ça, on fait un premier diagnostic. Après, on peut se servir du pendule, on peut se servir du tarot, on peut se servir de différentes choses pour affiner, ou de sa propre sensibilité. Il y a certaines personnes qui mettent la main comme ça, puis elles sentent si ça pique ou pas. Chacun va avoir sa finesse personnelle. Moi, j'aime bien poser des questions, parce que ça me permet d'avoir une idée claire de ce qui va se passer. Et
je dirais à 90%, pour moi personnellement, c'est suffisant, en posant une suite de questions. Alors, et vous, avez-vous encore une ou deux questions avant que nous partions en pause? Le gardien du seuil dans une maison, ça correspond à l'âme noire. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent garder. Non, mais on dit dans le temps, il faisait des rituels pour prendre la manière. Il y avait le gardien du seuil de la maison. Alors, on peut créer un petit génie par nos pensées. Bien sûr, c'est lié à l'âme noire. Alors, pour garder une maison, il y a deux techniques. Soit c'est mon âme noire qui va garder ma maison et qui va servir de chien de garde, soit je crée par un rituel ou par des techniques particulières, soit je crée un génie indépendant de moi-même, mais qui va quand même être issu de mon âme noire. Évidemment, puisque le principe du gardien, c'est de posséder un pouvoir. Or, le pouvoir est dans l'âme noire. L'âme blanche nous donne la paix, l'amour. L'âme noire nous donne le pouvoir. L'esprit nous donne la connaissance, la sagesse. Mais le pouvoir est... C'est pour ça que je vous fais respirer tous les jours. Parce qu'en faisant ces respirations, vous allez augmenter votre capacité d'âme noire. L'âme noire, ça peut être le matérialisme alors. L'âme noire, c'est proche du corps, donc c'est assez matériel. C'est une forme de puissance instinctive. Hein, c'est comme ce qu'on avait dit ce matin avec le boxeur. Le boxeur qui est entraîné et qui est en plus un homme spirituel, en général les spiritualistes ne vont pas faire de boxe, bon, il sera plus efficace qu'un simple boxeur. Mais un spiritualiste face à un boxeur, c'est le boxeur qui gagne. Parce que lui, il est entraîné dans la matière. Attention, le pouvoir, c'est le corps qu'il a. Qui domine le monde? L'argent. C'est pas les êtres spirituels qui dominent le monde matériel actuellement. C'est l'argent. Donc c'est le corps. C'est les hommes politiques, c'est les trusts financiers. C'est pas forcément les religions. Quoique elles essayent d'avoir une influence, mais elles ont une influence par le corps. Donc, c'est le corps qui est puissant et lié à l'âme noire dans notre système. Mais oublier l'âme blanche, c'est oublier Dieu, c'est oublier notre possible résurrection. Parce que si Jésus a eu sa résurrection, c'est pour nous montrer le chemin et pour nous faire voir que oui, c'est possible, on peut le faire. Il nous montre le chemin. Mais il faut prendre peut-être la même route. Que si on imagine qu'on va ressusciter sans rien faire, en se vautrant dans la matière totale, ce serait injuste pour celui qui travaille. Bon, on va bloquer là-dessus. On va passer en pause. Alors, nous allons maintenant répondre à quelques questions. Alors, comment reconnaître un lieu chargé positivement d'un lieu chargé négativement? On va voir tout à l'heure quelques symptômes, donc c'est la suite du stage. Déjà, si je me sens bien dans un lieu, c'est que je suis en harmonie avec ce lieu. Si je m'y sens mal, c'est qu'il y a une disharmonie. Bon, mais on va revenir là-dessus. Une plante qui dépérit, que signifie-t-elle? Ça fait partie des symptômes négatifs. On va le voir également. Est-ce que des toiles peintes par un artiste peuvent influer sur la vibration d'une maison? Oui. Dès l'instant où une toile artistique, c'est la projection. Donc c'est la projection de l'émotionnel, donc du côté animé, du côté artiste, d'une personne sur une toile. En général, c'est de l'huile, donc l'huile va être condensateur, mettons dans le cas des peintures à l'huile. Donc l'auteur va projeter sa vision de la réalité. Alors si c'est une vision, je dirais, psychédélique, comme vous avez grand nombre d'artistes qui travaillent actuellement, vous allez avoir des toiles qui ne représentent rien, avec des couleurs agressives, du rouge, du noir, des choses qui veulent rien dire. Ça va retranscrire l'état émotionnel du peintre. Donc si cet état émotionnel est négatif, vous allez avoir un émetteur qui va projeter un signal négatif 24 heures sur 24. Par contre, si vous avez une toile, une belle toile, vous allez avoir l'effet inverse. Donc se méfier de l'art moderne. Parce que si on va sur l'esplanade des Champs-Élysées, je ne
c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais il y a quelques mois, il y avait toute une suite de statues cadavériques, déformées, horribles. Ça retranscrit la façon dont l'artiste voit le monde. Et pourquoi est-ce que cet art contemporain plaît à tout le monde? C'est parce que c'est le reflet de l'inconscient collectif. Donc on peut regarder l'état d'évolution spirituelle du monde qui nous entoure en regardant la production artistique, musicale. On est tous heureux pour la chanteuse qui a réussi la Star Academy, mais bon, c'est pas du Mozart ni du Beethoven. On est tous heureux que tel peintre ait gagné de l'argent en vendant des toiles absolument horribles, mais c'est le reflet de notre inconscient collectif. Et on s'aperçoit aujourd'hui que notre humanité, du moins occidentale, est en train de s'enténébrer. On plonge vers les ténèbres. C'est sans doute bon pour l'évolution humaine générale. Et pour l'instant, on n'est pas dans la phase qui nous est la plus favorable. Alors, l'artiste, il faut choisir les œuvres que l'on va exposer dans sa maison, il faut choisir ses amis, il faut choisir la couleur de la peinture, il faut essayer de tout choisir en harmonie. On retombe un peu sur l'aspect un petit peu géobiologique ou feng shui. On va essayer d'harmoniser l'ensemble. Les objets qu'on va acheter également, éviter d'acheter des reliques des guerres napoléoniennes, éviter d'acheter une momie dans son sarcophage, éviter de ramener des masques africains qui ont déjà servi. C'est la mode aussi, ça, les masques de sorcellerie. Sinon, tant pis, si on a des petits problèmes, il suffit de les brûler. Alors, parmi les animaux déposés sur le seuil d'une maison ou enterrés, y en a-t-il dont le choix est plus dangereux? Scorpions, etc. Plus l'animal est gros, plus le sacrifice d'énergie est important. Donc, si on enterre une fourmi sous le seuil de votre porte, c'est moins grave, vous allez tous rire, que si on enterre une vache, par exemple. Parce que la charge d'énergie sera différente. À Madagascar, ils ne s'encombrent pas de ces subtilités. Eux, ils considèrent que plus on prend un règne élevé, plus la magie sera efficace. Donc plutôt que de sacrifier des minéraux, ils préfèrent des végétaux, plutôt que des végétaux, ils préfèrent des animaux, voire au-delà. Alors, c'est des magies qui peuvent être puissantes ponctuellement dans la matière, mais qui sont extrêmement dangereuses en cas de choc en retour, parce que là, ça ne pardonne pas. Et de toute façon, quand on pratique ce genre de magie, je dis pas on a tous mangé de la viande, donc on est tous responsables au moins de la mort d'un poulet ou de quelque chose. Mais à un certain niveau, il y a l'âme blanche se trouve annihilée. Les possibilités d'évolution d'âme blanche et de corporification spirituelle n'existent plus. Donc on se voue aux enfers éternels sur terre. Il y a quelqu'un de l'île de la Réunion qui me disait un jour qu'il avait vu une femme qui faisait du vaudou. Qu'il avait été voir cette femme en disant « Mais tu coupes des poulets, tu fais des choses comme ça, c'est mal, tu vas aller aux enfers après cette vie. » Elle lui dit « Mais moi, je suis aux enfers et je suis heureuse d'y être. » Bon, à ce moment-là, on est devant un cas pathologique. Il n'y a rien à faire. C'est une psychosée. Et très souvent, les gens qui pratiquent la magie noire sont des gens qui ont des psychoses. Parce que la magie noire ne permet pas d'être mieux dans sa peau. Ça permet d'obtenir quelques biens matériels. Et encore, on va les perdre. Ça permet d'obtenir un pouvoir éphémère. Mais c'est éphémère sur les autres. Alors, par exemple, faire revenir le mari ou la femme qui est parti, c'est bien, mais ça, c'est typiquement magie noire. On va le faire revenir un certain temps, et puis après, il va repartir, dès que la magie aura cessé son effet. Et puis, alors, on recourt chez le sorcier pour recommencer, ça revient, puis elle repart, et puis après, on a dépensé toute sa fortune, et le gagnant, c'est le sorcier. C'est ni le client, ni la personne qui revient et qui repart. Donc ça, c'est magie noire, même si c'est considéré par certains comme bien.
Parce que ce qui va être considéré comme bien, c'est ce qui va me faire plaisir, et ce qui va être considéré comme mal, c'est ce qui me fait mal. En général, la notion du bien et du mal, c'est ça. Il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, nous allons aborder maintenant le diagnostic, puisque c'est la question que nous a posée à l'instant, et puis c'est exactement la suite du stage. Alors, on va essayer de diagnostiquer et de savoir comment reconnaître justement un phénomène d'envoûtement. Comment essayer de ne pas confondre la psychose et la véritable nuisance énergétique. Alors, tout d'abord, on va étudier le terrain. Alors, on avait vu dans le stage, donc dans notre stage sur l'exorcisme des personnes, qu'il fallait un terrain propice. On avait en fait les 3 S. Alors, les 3 S, c'est sensibilité, symptômes et scénario. Plus une personne va être sensible, puis plus elle va pouvoir subir un phénomène d'envoûtement. Plus elle va ressentir de symptômes d'envoûtement, plus on sera averti du phénomène. Et la dernière chose, c'est le scénario, c'est-à-dire l'histoire qui se tisse autour. Alors, comme en général l'envoûtement s'accroche d'abord sur la personne et après sur le lieu, nous allons dans un premier temps étudier la nature des habitants du lieu sur lequel nous devons travailler. Donc un terrain propice, c'est sensibilité, intuition, voire médiumnité. Alors les questions, la liste de questions que vous avez dans mon livre sur le traité du désenvoûtement, vous avez toute une liste de questions. En fait, c'est est-ce que je suis intuitif ou est-ce que la personne est intuitive? Est-ce qu'elle fait des rêves prémonitoires? Est-ce qu'elle ressent des phénomènes avant que ces phénomènes n'arrivent? Est-ce qu'elle se sent bien ou mal dans certains lieux, indépendamment de sa volonté? On essaye donc d'étudier le degré de sensibilité d'intuition. Quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui va être comme une éponge. Il va boire, il va accumuler les énergies qui sont à l'extérieur de lui. Si ces énergies sont positives, cette personne va se sentir bien, rayonnante, en pleine forme. Si les énergies qui entourent sont négatives, de par le fait d'une maison maléficiée, de par le fait du voisin qui est jaloux, de par le fait de sorcellerie ou de plein de choses, eh bien cette éponge va absorber le mal. Donc je vais absorber les énergies qui sont autour de moi, je vais les accumuler en moi, et ça va provoquer un certain nombre de problèmes. Donc, première question à se poser quand quelqu'un vous téléphone ou avant que vous interveniez sur un cas d'exorcisme, sensibilité du sujet. Quelqu'un qui vous dit « Monsieur ou Madame, moi je ne suis pas sensible, je ne suis pas intuitif, je ne ressens rien, je n'ai pas de rêve prémonitoire, etc., etc. » Inutile de vous déplacer, inutile de pratiquer un exorcisme. Vous avez 99 chances sur 100 pour avoir un échec au niveau du résultat. Première chose donc, sensibilité. Deuxième chose, les indices classiques, c'est-à-dire symptômes. Alors, quelqu'un qui subit un processus négatif sera fatigué, donc fatigue non biologique. C'est pas une fatigue liée au travail, c'est pas une fatigue liée à une maladie, c'est pas une fatigue liée au fait que cette personne se dépense physiquement, c'est une fatigue chronique. Sans raison. Je me lève le matin épuisé. Deuxième chose qu'on retrouve quasiment tout le temps, c'est le mal de vivre. Je suis pas bien dans ma peau, je suis mal, sans savoir pourquoi. Alors, il est vrai que dans le cas, mettons, d'une déception sentimentale, c'est normal d'avoir un mal de vivre, c'est normal d'être fatigué. Donc, ce sont des symptômes qui ne sont pas liés à un événement ni traumatisant, ni physique. Alors, mal de vivre. Isolement. Ça, c'est également symptomatique. Quand une personne possède une charge négative, les autres
fuient cette personne, ne vont pas vers elle, par peur inconsciente d'être contaminés, d'où un phénomène d'isolement. Mes amis me tournent le dos, ma famille ne veut plus me voir, mes enfants s'en vont, mes petits-enfants, etc., etc. Donc je me retrouve isolé. Mes clients ne fréquentent plus mon commerce. Évidemment, s'il y a une charge négative sur le commerce, les gens n'ont pas envie de venir. Parce que quand on achète un objet, quand on parlait des logos tout à l'heure, on va acheter un objet, que ce soit un livre, que ce soit un meuble, que ce soit n'importe quoi, il faut qu'il y ait un coup de cœur. Ah, ce livre-là, je le veux, je ne sais pas trop pourquoi, mais il m'intéresse. Ou à tel meuble, telle commande, ça me fait quelque chose. Bon. Mais si dans l'entreprise ou dans le magasin, il y a une charge négative, mais je vais pas me sentir bien dans ce lieu. Donc je vais pas avoir le coup de cœur et je vais acheter ni la commode, ni la table, ni le livre, ni le... Je vais partir. Et je vais aller chez le voisin. Donc, isolement. Perte d'argent. Alors, ce n'est pas les pertes d'argent liées à mes erreurs personnelles. Hein, si à la limite j'ai fait un crédit et puis que je ne rembourse pas mon crédit et que l'huissier vient me chercher des ennuis, c'est de ma faute. Si j'ai pas payé ma facture de téléphone et que France Télécom me coupe le téléphone, c'est mon problème, c'est de ma faute. Mais les pertes d'argent, je dirais inexpliquées. C'est plus lié à une entreprise. Chute de chiffre d'affaires brutale. J'ai par exemple une dame du côté de la Martinique. Un jour, elle rentre chez elle, une coiffeuse. Elle avait 30 clients par jour à peu près. Donc c'est un salon de coiffure qui marchait bien. Et puis un jour, elle rentre chez elle, il y a le poulet décapité, le sang partout, les plumes. Puis elle n'y croit pas. Elle prend son balai, elle nettoie tout ça, puis elle dit, moi, ces histoires de sorcellerie, non, je ne veux pas y croire. Et puis, en l'espace de quelques mois, de 30 clients par jour, elle est passée à 3. Son chiffre d'affaires a baissé de 90%. Là, il est grand temps de se réveiller et d'agir, parce que le problème, c'est que ce soit avec un logo, que ce soit n'importe quel type d'intervention, ça va coûter un certain prix, il va y avoir un certain sacrifice à faire. Un spécialiste, il ne va pas intervenir comme ça, sinon il a 200 interventions par jour. Donc il y a un certain sacrifice qui doit être fait par la personne qui veut une aide. Mais il faut faire intervenir ce phénomène-là avant d'avoir tout perdu. Surtout pour une entreprise, parce qu'une entreprise, quand le chiffre d'affaires commence à baisser, quand les clients commencent à aller chez le voisin au lieu de venir chez vous, il faut agir vite, parce que les clients prennent l'habitude après. Également, après, sensation physique. Des fois, la personne qui a une charge négative a l'impression que, je dirais que ses organes se déplacent dans son corps. Impression d'oppression au niveau du plexus solaire, etc., etc. Alors, en cas de symptômes précis, il faut toujours appeler son médecin et faire un diagnostic médical ou faire des examens. Et si les examens ne donnent rien, à ce moment-là, on peut se poser la question du phénomène d'envoûtement et de la nécessité d'un exorcisme. Et toujours, quand vous intervenez, ceux qui travaillent en tant que professionnels, toujours vous protéger avec le médecin, ne pas remplacer le médecin. Et j'ai eu une fois un monsieur, c'est pareil, qui était venu me voir il y a quelques années. Il avait, un jour, il a une petite boule qui commençait à lui pousser dans la nuque. Alors il s'est précipité chez le marabout, qui lui a dit, mais monsieur, vous avez un grave envoûtement, voilà de l'herbe de perlimpinpin et de la poudre d'escampette, vous la passez comme ça sur la nuque, ça ira mieux. 2 mois après, la boule, elle avait pris, c'était la taille d'une balle de ping-pong. Il retourne vers le marabout qui lui redonne une autre poudre, parce que la première n'était pas assez efficace. Et puis là, il fallait qu'il se badigeonne tout le corps, pour que le mal s'arrête et régresse. Et puis, 1 mois après, encore, le pauvre monsieur était à son travail, il tombe, évanouissement, on l'emmène à l'hôpital et on lui fait une intervention d'urgence. Il avait un cancer qui était en train de se développer. Bon, ça, c'est très grave pour le marabout en question, parce que exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Et là, ça ne pardonne pas de ce côté-là, et puis ça ne pardonne pas non plus sur le plan, je dirais, moral et éthique. Ce qui compte quand quelqu'un vient vous voir, c'est d'arriver à trouver la solution à son problème. Pas de lui vendre à tout prix un exorcisme ou un désenvoûtement.
Il faut l'aider vraiment. Enfin, vous êtes tous là pour ça, donc je suis rassuré. Alors, troisième point, il faut... Enfin, on ne l'a pas toujours ce troisième point, mais il est bon d'avoir un scénario précis. Par exemple, mon beau-frère veut couler ma société. Ou mon frère fait des actions occultes parce qu'il veut récupérer les sous. Donc là, vous avez un scénario précis. Ou ma voisine me déteste et pour une raison ou pour une autre, elle veut me faire déménager. On a un scénario qui peut être lié à la jalousie, etc. Alors, parfois, on ne connaît pas la personne qui est la source de la négativité ou du maléfice. Par contre, on peut retrouver des objets étranges. Comme vous me disiez tout à l'heure, des plumes. Bon, on va commencer à se douter que quelque chose d'anormal se passe. Objets étranges, donc des plumes. Il y a des choses qu'on ne voit pas, comme la poudre. Hein. Alors, il y a des choses qu'on peut ne pas voir. La poudre laisse noire, tout ça. Hein. Tout un tas de choses. Il peut y avoir de l'eau. Alors, par exemple, vous avez un monsieur qui a son catalogue, de l'eau bénite, catalogue de vente par correspondance. Et il a aussi de l'eau maudite. C'est les deux. Il vend 100 fois plus d'eau maudite que d'eau bénite, bien sûr. Bon, alors, heureusement, c'est sans doute de l'eau bidon, qui est ni bénite ni maudite, il a juste collé une étiquette. Mais il faut voir qu'il en vend 100 fois plus, donc il y a 100 fois plus de gens intéressés par faire le mal que par faire le bien. Mais c'est ça, on va charger une eau, hein, un vrai sorcier il va charger une eau, il va faire ses rituels, il va le verser sur le paillasson dans votre porte, vous n'y verrez rien, puisque l'eau va s'imbiber. Par contre la charge va rester, c'est une façon de faire une charge aussi. Donc des objets étranges, des oiseaux morts, des œufs, des choses particulières, ou des menaces. Vous avez des sorciers qui vont carrément voir leur victime en lui disant, bon bah toi tu vas voir, toi je vais t'éliminer, de manière à créer une peur supplémentaire. Alors à ce moment-là, le sorcier travaille sur les deux plans en même temps, sur le plan psychologique, en faisant peur, en ouvrant une brèche, et après il va travailler sur le plan rituel. Alors, voilà, diagnostic, les 3 S, c'est-à-dire sensibilité, symptômes et scénario. Donc, petit avertissement, comme je viens de vous le dire, hein, consultez un médecin. Vous faites consulter un médecin à la personne concernée. Il faut aussi faire une différence entre la psychose et le maléfice. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous explique qu'il ne croit pas à la magie, qu'il ne croit pas à la sorcellerie, mais qu'il commence à se poser la question, tant il a de difficultés depuis quelque temps, c'est une démarche saine. Par contre, la personne qui va venir vous voir et qui va vous dire « Je suis embouté, je sais, c'est un tel, il m'a fait telle chose, il a fait des messes noires, il a enterré un œuf, il a fait ci, il a fait ça », là, attention, il en connaît plus que vous sur son histoire, donc on peut se trouver dans le cas d'une psychose. Alors, la difficulté, c'est quand on a les deux ensemble. Un vrai envoûtement doublé d'une psychose, parce que le problème, c'est qu'un envoûtement, ça crée un traumatisme émotionnel. Parce qu'on vit des choses difficiles, donc on l'intègre réellement dans sa chair, on en souffre. Bon. Et une fois que l'envoûtement est fini, eh ben on peut avoir tellement peur que ça recommence qu'on va recréer nous-mêmes des symptômes. Et on va retourner voir le désenvoûteur en lui disant « Mais monsieur, ça n'a pas fonctionné ». Le désenvoûteur fait ses tests, il dit « Mais si ». Ah, que se passe-t-il? Là, il faut chercher plus loin. Donc, on peut avoir les deux choses qui sont ensemble. D'où la nécessité, à ce moment-là, quand on a un vrai envoûtement, plus un petit phénomène, plus une petite psychose, parce que, attention, la psychose, on en a tous. On est tous nés, on a tous des peurs, on a tous des tabous, on a tous... Donc la psychose, ça fait partie de notre vie. C'est pas une tare, c'est pas de la folie. Et bien d'aller consulter un psychothérapeute, tout simplement pour retirer les choses. On disait ce matin, une personne qui fait ses respirations. Il n'y a rien, il n'est pas envoûté, il est bien, il respire. Au bout de 3 mois, plus il respire, plus il est angoissé. Il a fait remonter un phénomène, une psychose, un blocage émotionnel. Alors, soit il est intelligent, et pourquoi pas, il enclenche une psychothérapie pour retirer cette chose-là, ce qui est tout à fait normal,
c'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, c'est une preuve d'intelligence. Soit, par orgueil, il refuse que lui, il puisse être atteint de ce genre de choses, et puis à ce moment-là, il arrête les respirations parce qu'il ne peut plus continuer. Donc il se bloque lui-même. Donc le but, c'est d'être suffisamment humble pour comprendre que on ne sait pas tout et qu'on peut très bien un jour avoir besoin d'un petit nettoyage du mental ou de l'inconscient pour aller plus loin. Et puis, alors maintenant, symptômes des lieux. Là, on a vu les symptômes des personnes, parce que de toute façon, ça passe par la personne. Et ce qui va venir vous voir, ce n'est pas une maison, c'est une personne. Donc, c'est d'abord avec elle que l'on va discuter. Symptômes des lieux. Alors, vous avez déjà tout ça. Si la maison est négative, vous aurez des choses comme ça qui vont apparaître. Habitants épuisés, mal-être, envie de partir. Quand il y a une charge importante sur un lieu, dans une maison, on a envie de partir. On est mieux à l'extérieur. Il peut y avoir aussi une personne qui a une charge tellement négative que la maison n'en fait pas et qu'elle échappe. Oui, si. Alors, question, est-ce que s'il y a une maison qui est très positive et qu'une personne très négative veut venir, la maison va avoir tendance à éjecter la personne? Oui, mais il faut que la maison, là c'est un lieu de prière, ou c'est un lieu ou un cabinet de thérapie, de magnétisme, ou c'est un lieu qui a déjà son âme et qui va éjecter ce qui ne lui convient pas. On peut avoir ce phénomène-là, et l'autre va avoir vraiment envie de partir. Parce que la maison ne peut pas partir, elle. Elle est obligée de travailler autrement. Des peurs. On peut avoir dans un lieu chargé négativement des peurs inconscientes, des peurs conscientes, mais sans raison. J'ai peur dans cette pièce. Et dans les autres, non. Alors, les bêtes au comportement étrange. On a des fois des animaux, ou des plantes, mais on va parler des animaux, qui se comportent étrangement. Mettons un chat qui va d'un coup devenir comme fou. Alors ce qui compte, c'est le différentiel, c'est-à-dire la différence. Si j'ai un chat qui est psychosé de nature, c'est pas pour ça que ma maison est envoûtée. Par contre, si j'ai un chat normal, que je vais dans un nouvel appartement, et que dans ce nouvel appartement, mon chat a un comportement bizarre, il y a deux cas de figure, soit psychologiquement il supporte mal le déménagement, soit il ressent quelque chose qui ne va pas, et il veut partir. En général, les animaux sont quand même très sensibles à ces phénomènes-là. Donc bête au comportement étrange. Par exemple, la chèvre qui se noie en plongeant la tête dans un seau d'eau. Ça, c'est un comportement étrange. Plante malade. Quelqu'un qui me posait la question tout à l'heure. La plante malade, les plantes qui meurent dans une maison sont symptomatiques d'un phénomène négatif. Alors, est-ce que c'est un phénomène géobiologique? Est-ce que c'est un phénomène de maléfice sur la maison? Est-ce que c'est un phénomène de maléfice sur la personne? Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe quelque chose. Parce que la plante ne va pas réagir, ne va pas faire de psychose. Moi, je peux faire une psychose. Je peux croire que je suis envoûté alors que je ne le suis pas. Une plante, non. Même si elle est de l'extérieur de la maison, sur un balcon. Bah, le balcon, il est quasiment dans la maison, donc oui, ça peut même être les plantes qui sont dans le jardin à côté. Voilà, ça peut être, il y a des gens chez lesquels les plantes ne poussent pas. Alors, vous avez aussi des gens qui n'ont pas la main verte, vous avez des gens qui ne sont pas en harmonie avec le végétal. Donc là, ils vont, eux, faire crever toutes leurs plantes. Il faut étudier, hein, tous les cas arrivent, donc plus vous allez être confronté à des cas de phénomènes, et plus vous allez vous établir votre propre grille de compréhension des phénomènes. C'est sûr que déjà quand on a vu une dizaine de cas réels, concrets, autres que le sien, on commence à se faire une petite idée. Est-ce que là, ça ne nécessite pas un support en fait, parce qu'on passe à côté des choses. J'ai pas compris. Est-ce que là, ça ne nécessite pas le support? Pour la plante? Non, pour pouvoir On va voir après le support. Mais déjà, on essaye de se poser la question comme une enquête policière. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le problème, c'est que si je prends mon pendule, il peut fonctionner
par rapport à mes croyances. Je suis sûr que monsieur est envoûté. Je sais pas, elle me dit, oh, Il n'y a pas de lui, il va tourner il y a un œil, elle me dit, oh là, je prends mon pendule, il va me dire, oui, oh là là, vous êtes envoûté, monsieur. C'est pas forcément vrai. Donc, je vais me méfier de ma propre sensibilité, de ma propre intuition qui peut être faussée. Autre cas de figure, je me dis, monsieur, lui, je suis sûr qu'il n'est pas envoûté. Mais peut-être qu'il a un maléfice qui fait en sorte de ne pas être détecté. Donc mon pendule, il va tourner non. Et pourtant, il y a le phénomène. Donc, je me méfie de mon intuition. Donc il y a un piège. Il peut y avoir un piège, il peut y avoir une grille. Et souvent, les maléfices, ils ne veulent pas être détectés. Ah, il ne veut pas être détecté parce que dès qu'il est détecté, le maléfice, il va être extirpé. Donc il va essayer de se cacher. D'où la nécessité d'avoir d'abord un diagnostic intellectuel, un diagnostic extérieur. Et si on a un certain nombre de symptômes, on va aller un petit peu plus loin. Excusez-moi, on a parlé antérieurement des sorts jetés aux animaux en campagne. Est-ce que ça fait partie ça rentre dans ces préoccupations? Les sorts jetés aux troupeaux dans les campagnes, encore une trentaine d'années, c'était fréquent. Maintenant, oui, alors on peut, beaucoup moins parce que les sorciers sont moins forts, mais on pouvait faire passer le lait des vaches d'un troupeau dans l'autre troupeau. C'est un phénomène très curieux. Ça fait partie des je dirais des animaux. Voilà, après les plantes, on a les animaux. Bon, une fois du côté de Chartres aussi, j'ai quelqu'un qui nous appelait, il avait des cercles, le blé était séché en forme de cercle. Parce qu'il y avait le voisin qui arrivait, puis il se concentrait devant le champ de son ennemi pour lui lancer un truc. Le problème, c'est que le monsieur qui m'avait demandé de venir, il faisait pareil chez l'autre. Il s'était aperçu que sa femme avait un bon pouvoir de projection. Il envoyait sa femme, alors sa femme allait devant le champ de l'autre, et puis elle se concentrait, et puis et c'est vrai que ça faisait sécher les plantes quand même. C'était pas bon, mais sa femme était en triste état, il préférait le faire faire à quelqu'un d'autre. Dans les cas des enfants en bas âge, alors les enfants en bas âge vont fonctionner par rapport aux parents. Donc si les parents sont mal, l'enfant va être mal, par répercussion. À la limite, c'est comme presque une plante, un animal ou une maison. Ça va fonctionner par le maître des lieux. Le maître des lieux étant mal, le roi étant mal, automatiquement il va transmettre son malaise à tout son royaume. Ses enfants, ses animaux, ses plantes, ses maisons, etc. Même des fois les machines, les voitures, les moissonneuses, etc. Mais ça passe très souvent d'abord par la personne. Et très souvent, donc, en nettoyant la personne, ça soulage l'ensemble. En nettoyant deuxièmement le lieu, il n'y a plus rien qui va perturber. Alors, bête au comportement étrange, plante malade, phénomène de rap également, comme les raps médiumniques, c'est-à-dire des coups dans les murs. On est en train de dormir tranquillement, puis d'un coup, on a une armoire qui se met à craquer. Alors, c'est pareil, ne pas faire de psychose et ne pas confondre des craquements normaux d'une maison avec des craquements anormaux. Puisque si vous entendez des pas dans l'escalier qui montent, il n'y a personne, là vous dites, là il y a un phénomène de rap. Alors c'est une hantise, ça peut être la présence d'une âme morte, c'est le fantôme des lieux qui continue à tourner. Si vous demandez à l'exorciste d'intervenir et que tous les soirs vous appelez l'âme de la grand-mère, c'est inutile parce que d'un côté on va nettoyer l'âme de la grand-mère, la renvoyer où elle vient, et de l'autre côté on va l'appeler. Donc, oui. Donc, de manière générale, le maléfice d'une personne contamine un lieu. Et l'exorcisme d'une personne dans la maison allège le lieu. Donc c'est pour ça que les deux stages que l'on a fait, exorcisme des personnes et exorcisme des maisons, sont deux stages qui sont assez liés, ils sont indépendants les uns des autres parce qu'on peut exorciser la maison sans forcément s'occuper de la personne, mais ce sont deux pratiques qui sont assez liées, qui sont extrêmement complémentaires. Donc si certains d'entre vous veulent
j'irai profiter du stage qu'on a fait sur l'exorcisme des personnes. Nous avons les cassettes de magnétophone qui sont disponibles avec le fascicule et qui expliquent tout le processus de dégagement d'une personne. Parce que il vaut mieux d'abord dégager la personne et ensuite dégager le lieu. Dans le cas d'un vrai maléfice. Par contre, dans le cas d'une petite nuisance, on dégage le lieu, ce sera largement suffisant. Alors, c'est pareil, des fois, dans le cas d'une nuisance, une personne a un maléfice sur elle. On lui envoie un prêtre qui va se déplacer, qui va pratiquer l'exorcisme de cette personne, à domicile. Ça va nettoyer en même temps le lieu. Donc, ce ne sont que dans certains cas que l'on va avoir besoin de nettoyer et la personne et le lieu avec deux rituels différents. Il y a toujours des degrés dans le phénomène de nuisance. Alors, on aura 3 phases, donc dans une intervention. Première phase, exorcisme des habitants. À la limite, les textes que l'on va voir peuvent se pratiquer sur les habitants. Ce ne sera pas un exorcisme complet comme on l'a vu la première fois, mais ce sera déjà quelque chose d'efficace. Donc, les textes qu'on verra demain, vous pouvez les faire sur les habitants, et dans un deuxième temps, travailler, exorciser la maison ou l'appartement sur place. Alors, très important, si j'ai l'appendicite, je ne vais pas envoyer ma photo à mon chirurgien pour qu'il m'opère à distance. Je vais me déplacer, il va m'allonger sur la table d'opération, il va m'endormir, il va m'opérer avec le bistouri directement. Un exorcisme ne se fait pas à distance ou sur photo. C'est quasiment inefficace. Je dis quasiment parce que dans le cas d'une toute petite nuisance, on peut avoir un résultat. Mais dans le cas d'une nuisance avancée, il faut intervenir sur place. Donc l'exorcisme d'une maison se fait dans la maison, l'exorcisme d'une personne se fait sur la personne concernée. Et troisième point, donc on exorcise la personne, on exorcise le lieu, et troisième point éventuellement, bénédiction, c'est-à-dire mise en place d'une charge positive qui va créer une forme de bulle protectrice. En général, quand nous avons un maléfice dans une famille, sur une personne, nous allons avoir 70% sur la personne et 30% de contamination du lieu. Donc en travaillant sur la personne, on nettoie déjà 70% du problème, qui peuvent partir en travaillant sur le lieu d'habitation. Et si nécessaire, on va faire un exorcisme du lieu. Après, c'est une question de pratique. Vous avez des exorcistes qui vont préférer travailler sur le lieu, et puis après travailler sur les personnes, ou faire tout en même temps. Ou bon, c'est comme une recette de cuisine. On vous dit il faut mettre du sucre, il faut mettre de la farine, il faut mettre des pêches. Bon, et vous allez faire votre mélange comme vous allez le ressentir. Oui. Ce que vous venez d'aborder, c'est comme si vous êtes justement on est victime de ce que on se sent, moi et mon mari, ma famille, parce que l'année passée, tous nos bêtes dehors, ils sont morts toutes seules, l'autre il s'est laissé mourir, l'autre il y a un remords qui l'a. Oui, des accidents, des bêtes qui meurent, etc. Et d'un coup, tous les poules sont tous comme des westerns, tous morts le matin, on se lève, tout est. On n'a jamais profité donc depuis l'année passée, nos bêtes. Oui. Et même les plantes, les tomates, sont tous des couleurs jaunes et que les autres voisins autour, chez eux, tout est bien. Alors il faudra commencer par tout exorciser, c'est-à-dire tout passer au rituel qu'on verra demain. Systématiquement. Les plantes à l'intérieur de notre maison, tout est fleuri, tout est verdoyant. Alors là, c'est assez rare, mais la charge peut être à l'extérieur. Le but est peut-être d'éliminer toutes les plantes qu'il y a autour. En général, ça ne fonctionne pas comme ça, mais dans votre cas, faut nettoyer
tous les lieux qui sont infestés. On avait Les uns après les deux autres. moutons avant, ils ont mis deux petits Oui. femelles, et puis donc ils ont laissé orphelins, donc il y en a que deux qui restent. Maintenant, on n'en a plus les parents, les deux, ils sont morts comme ça, on ne sait pas pourquoi. Oui, mais il y a des phénomènes qui sont violents, qui sont puissants. Donc, 70% de la charge en général sur les personnes, 30% sur les lieux. Mais chaque cas est particulier. Quand on nettoie, bon, est-ce que la charge revient sur le commanditaire ou le sorcier? Ça dépend comment le système a été mis en place. La charge revient-elle, on verra ça quand on va parler de l'exorcisme plus, mais la charge revient-elle sur le commanditaire, revient-elle sur le sorcier? Ça dépend comment le système a été monté. C'est comme un système électrique. Il y a des fusibles, il y a des ampoules, il y a un générateur. Où est-ce que quel est le point faible? Ça revient sur le point faible du schéma. Des fois, c'est pas le sorcier, des fois, c'est la famille du sorcier qui l'a payé la mission. Alors, on détecte donc une nuisance sur les lieux. En plus, comme ce que nous disait madame, les belles humeurs, les poules, donc on sait qu'il y a une nuisance sur les lieux. On va essayer de travailler sur l'historique. Quel est l'historique du lieu? Quels sont les anciens locataires? C'était qui? Est-ce qu'il y a eu des décès ou des maladies dans la maison? Donc, anciens locataires, y a-t-il eu des décès ou des maladies? Y a-t-il eu dans cette maison des actes graves? Des suicides, des crimes, des accidents, comme on disait tout à l'heure, des tragédies, Qu'est-ce qui s'est passé avant? Autre question qu'il faut se poser, quelles ont été les causes du départ des anciens locataires ou des anciens propriétaires? Pourquoi sont-ils partis? Est-ce que c'est parce que ils ont divorcé? Ah, tiens, ils ont divorcé eux et moi j'ai des problèmes de couple. Curieux. Ou alors, ils étaient malades et moi je suis malade. Tiens, c'est presque la même maladie. Ou quelles sont les relations? Et on remonte, on fait une sorte d'enquête historique. Est-ce qu'il y a eu des antécédents en sorcellerie sur ce lieu? Est-ce que les arrière-grands-parents qui habitaient là ont eu eux-mêmes des problèmes de sorcellerie? Donc, travailler l'historique. Alors, le problème, c'est que dans tout ça, on a on va pas avoir de scénario précis. On va faire une espèce d'enquête policière. Nous allons avoir des indices, mais ce sont des indices qui seront utiles à l'exorciste pour avoir une idée de ce qui se passe. Mais on n'aura jamais exactement la trame. On aura simplement, on va subodorer que peut-être telle chose est liée, que peut-être tel événement se répercute, que peut-être tel sorcier fait un travail. Vous n'aurez jamais de certitude. Et quand on va voir un marabout, et que ce marabout donne avec certitude et explique que tel jour, il y a 3 ans, le 21 janvier, telle personne, tel sorcier à telle heure a fait telle chose, etc., il est en train de vous jouer un air de musique. Et c'est totalement, il est quasiment impossible d'avoir ce genre d'indication précise. Alors après, on a vu qu'il y avait une nuisance, on a la quasi-certitude, c'est pareil, vous n'aurez de certitude du phénomène de maléfice que quand vous aurez le résultat de votre exorcisme. Il n'y a aucune certitude, il n'y a que des présomptions. On pressent qu'il y a vraiment un maléfice. Et c'est quand la personne va vous téléphoner en vous disant « Monsieur ou madame, merci depuis votre intervention, ça va beaucoup mieux, les bêtes sont moins malades, etc. Je revends mon fromage de chèvre sur le marché. » C'est à ce moment-là que vous allez vous apercevoir que vous avez été efficace et qu'il y avait vraiment une action maléfique. Il faut toujours garder le doute. Le doute, c'est le meilleur gage d'humilité pour l'exorciste. Et il y a des magnétiseurs qui m'ont dit exactement la même chose. Ils sont surpris à chaque fois qu'il y a un client qui leur téléphone pour dire « ça y est, je suis guéri ». Ça fait le 251e qui leur téléphone en le remerciant. Bon, à chaque fois, il est content, il est heureux. Parce que nous ne sommes que des êtres humains, nous sommes faillibles.
Alors, tentez de localiser la nuisance, là où l'accumulation de négatifs est la plus forte. Là où l'habitant se sent le plus mal. Là où vous, en tant qu'exorciste, vous ressentez le plus de négativité. Là où votre pendule est folle. On va le voir à l'instant. Ou l'endroit le plus obscur, avec l'air le plus vicié, qui ne bouge pas, qui n'a pas de lumière, etc. Donc arrivé, on ne le trouve pas forcément, ce point négatif primordial, dans une maison ou dans un lieu. Mais parfois, on va tomber sur le point négatif. Et à ce moment-là, il faudra bien sûr travailler énormément au niveau de l'exorcisme à cet endroit. Ensuite, il va falloir évaluer la puissance du maléfice. Parce que vous avez, je dirais, les deux extrêmes. Vous avez le maléfice faible, de faible intensité, qui provoque une simple fatigue chez les personnes qui y habitent. Et puis vous avez la nuisance qui peut aller jusqu'au phénomène de poltergeist, jusqu'aux chaises et aux tables qui vont voler dans la pièce. Donc, évaluer la puissance de la nuisance, et de cette manière-là, avec sagesse, vous allez vous dire, vous allez réfléchir sur votre capacité à intervenir sur ce cas particulier. Il ne faut jamais, faut pas être la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Il faut intervenir toujours en toute sécurité. On y reviendra, mais la personne la plus importante dans un exorcisme, c'est l'exorciste, c'est-à-dire vous qui allez pratiquer, et non pas la personne qui est malade. Donc, il y a des fois où vous devez refuser d'intervenir, soit parce qu'il n'y a pas d'envoûtement ou il n'y a pas de maléfice, soit parce que le maléfice est trop grave et que vous n'avez pas envie de mettre vous-même votre vie en jeu. Il faut être raisonnable, il faut être, je dirais, on peut être kamikaze, hein. Le cascadeur qui saute du 3e étage, sans filet, sans rien, mais c'est le plus prudent des hommes, parce qu'il va tout calculer avant de faire sa cascade. Un cascadeur n'a pas droit à l'erreur, un exorciste non plus. Donc un exorciste, il doit pareil, tout calculer et n'intervenir que avec des règles de sécurité absolue. Parce que c'est vous le plus important dans l'histoire. C'est pas la personne chez laquelle vous allez intervenir. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu dur ce que vous dites quand même, parce que il faut avoir l'amour de son prochain, il faut tenter d'aider, il faut tout faire pour le sortir de sa situation. Oui, mais c'est comme un chirurgien. Si un chirurgien s'implique émotionnellement dans son opération, mais il va s'évanouir à la vue du sang, notre chirurgien, et il ne pourra plus intervenir. Un chirurgien doit être froid dans son intervention. Il prend son scalpel, il coupe à l'endroit nécessaire, il recoupe, il retire, il remet. Et le meilleur des chirurgiens, c'est celui qui va intervenir de l'extérieur. Donc il n'aura pas cet aspect trop émotionnel. Alors faut minimiser les risques. Et si vous sentez qu'il y a un risque trop important, vous demandez à un copain éventuellement de venir avec vous. Parce qu'il y a aussi des exercices qui se font à plusieurs. Alors on va voir maintenant qu'est-ce que c'est un petit peu que les entités négatives et comment les repérer.